Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Pendant cet été, j'ai relu un livre qui s'appelle Mai 68, l'héritage impossible, écrit par le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Ce livre propose un bilan critique des années 68. Je l'avais déjà lu il y a de nombreuses années quand je m'interrogeais, quand j'étais d'extrême gauche, et que je me posais des questions sur la notion de bien et sur le progrès. Ce livre, à l'époque, m'avait été extrêmement utile pour remettre en cause mes croyances et me permettre de me rendre compte que les notions de bien et de progressisme évoluent avec le temps et que ce qui était le bien à une époque ne l'est plus forcément à une autre. Par exemple, la dépénalisation de la pédophilie dans les années 70. Et donc, en relisant ce livre, que je conseille d'ailleurs à toute personne de gauche qui s'interrogerait un petit peu sur ses propres valeurs pour prendre un petit peu de recul sur celles-ci. Et donc, en relisant ce livre cet été, je suis tombé sur un chapitre sur le féminisme qui, à l'époque, ne m'avait pas du tout percuté. Et dans ce chapitre, Jean-Pierre Le Goff cite notamment des textes de féministes qui expliquent avoir tué leur enfant mongolien. Et quand je dis tuer leur enfant mongolien, ce n'est pas un jugement de valeur sur l'avortement, c'est réellement, au terme légal, elles ont assassiné un enfant qui était né. Ces textes sont parus dans la revue Les Temps modernes de Jean-Paul Sartre, donc une revue intellectuelle de premier plan. Et donc j'ai été intrigué par ces textes et j'ai cherché à les trouver. Malheureusement, ils sont absolument introuvables sur Internet, ils ne sont même pas dans les sommaires trouvables sur le site de Gallimard qui éditait la revue. Et donc, pour les trouver et en entendre parler, il faut avoir lu le livre de Jean-Pierre Le Goff, puis réussir à trouver les archives des Temps modernes en version physique. Heureusement, l'université de Tours où j'habite a ces archives, et donc j'ai pu retrouver ces textes qui sont en fait une sous-partie d'un texte plus large. Jean-Pierre Le Goff, d'ailleurs, lui, considère que ces textes, ces récits, sont un ensemble de différents récits de différents meurtres d'enfants mongoliens. Personnellement, en lisant et relisant et re-relisant ces textes, je considère plutôt qu'il s'agit en fait d'un récit à plusieurs mains, d'une communauté affective, comme il y en avait à l'époque, qui ont exécuté, qui ont assassiné un seul enfant mongolien. Toujours est-il que ces textes nous présentent le crime, sa logique et les arguments idéologiques qui vont avec. Je vais donc me contenter de vous lire quelques extraits de ce texte, sachant que maintenant il va être accessible sur Internet puisque je vais le numériser et vous le mettre notamment en lien sous cette vidéo. Donc je ne sais pas où je le mettrai à ce moment-là, en téléchargement ou sur la page Facebook de la chaîne. Mais comme ça, vous pourrez le lire intégralement, sachant que c'est un texte assez long, c'est pour ça que je vais vous lire simplement quelques extraits significatifs, et notamment le récit du crime lui-même qui a été assez détaillé. Et j'espère donc que vous lirez vous-même l'intégralité du texte et également que vous les diffuserez. Et suite à cette lecture, que je vais faire d'abord, je vais ensuite vous donner un petit peu mon ressenti sur tout cela, même si je pense qu'en fin de compte, toutes les personnes à peu près normales ont le même ressenti sur ce genre de récit et sur ce qu'étaient ces arguments féministes à l'époque. C'est parti. Je t'ai tué, nous t'avons tué, moi et ceux qui t'attendaient par amour pour toi et par respect pour l'homme que tu ne pourrais jamais devenir, pour l'homme, pour nous, pour la vie. Science qui ne sait pas guérir, médecin lâche, inconscient qui repoussait le choix difficile, lucide, humain, de refuser la vie à ceux que vivre destine inéluctablement à tout subir, la honte, la maladie, la contrainte, l'impuissance mentale, les déviations affectives. Médecin salaud qui préférait bousiller les familles plutôt que de remettre en question votre morale et votre pratique. Oui, j'étais attaché à toi, mon enfant, quand je te regardais derrière les vitres du centre des prématurés, puis quand tu as été avec nous, je n'étais bien qu'à côté de toi, le jour, la nuit, et j'ai su à tout moment que le seul acte d'amour que nous pouvions faire pour toi, pour nous, pour la vie, c'était ta mort, et je pouvais vivre cet amour et cette détermination, presque avec sérénité, parce que je n'étais pas seul, parce que nous étions nombreux à vouloir la même chose. Pourquoi ils naissent ? Parce qu'on n'a pas le droit de tuer un être vivant, il paraît. Qu'est-ce qu'un être vivant ? Il y a des tas d'individus qui sont tués partout et on met au monde des enfants mongoliens qui n'auront jamais la possibilité de se révolter, de lutter pour mieux vivre, parce qu'ils sont totalement dépendants en naissant de gens qui les prennent en charge et ils le resteront. On a cherché des tas de médecins qui puissent nous aider, mais ils ont eu tellement peur qu'ils se sont tous défilés. On a décidé de le tuer avec tous nos amis, de le tuer parce qu'il ne devait pas vivre. On l'a fait ensemble, on était malheureux, mais sûr qu'on avait raison. On n'a pas commis un crime, on a seulement fait une chose nécessaire.
Après, ça a été long, car, en fin de compte, ce qu'on a été obligé d'organiser, c'était un crime parfait. Au début, on croyait qu'il suffisait de donner un produit anesthésique pour le bébé et de lui en donner un peu trop, puis de trouver le médecin qui serait d'accord avec nous pour signer le certificat de décès. Le bébé ne souffrirait pas et nous n'aurions couru aucun risque du côté de la justice, parce qu'un médecin qui signe un certificat de décès ne risque rien. Tout au plus, on peut le convaincre d'une erreur de diagnostic, et comme il aurait été d'accord avec nous, c'était qu'il n'y avait pas pour lui de problème moral. Mais voilà, rien de tout cela n'a été possible, parce que tous ceux qu'on a vus, les médecins, il leur manquait toujours quelque chose. Soit le droit de donner le certificat de décès, soit d'être couverts complètement du côté de leur carrière, soit d'être d'accord, soit d'avoir pensé qu'un tel acte soit possible, soit qu'eux-mêmes n'auraient pas osé le faire, etc. Alors, on a cherché dans les bouquins de médecine, à la bibliothèque, au chapitre infanticide, la méthode qui ne laissait pas de traces après la mort ou à l'autopsie. On a vu que c'était l'étouffement, et c'est ce qu'on a décidé. La nuit où nous l'avons tué a été très dure. On avait décidé d'appeler le médecin au petit matin, à l'heure du premier biberon, comme si les parents, en se réveillant pour le donner, avaient découvert le bébé étouffé. À 11h, au dernier biberon, on le lui a donné avec les gouttes de somnifère, et quand on a vu à ses réactions qu'il dormait profondément, on l'a couché sur le ventre sur un grand oreiller, dans lequel sa tête s'enfonçait. Dans son sommeil, il tournait la tête de côté pour se remettre à l'aise, il aurait alors fallu que nous le maintenions et attendions comme ça. On a eu peur de cette violence, de le voir mourir sous nos mains. L'idée de sa mort ne suffisait pas à le tuer, lui il voulait respirer. Alors, après avoir enroulé tout l'oreiller dans des couvertures étroitement serrées, on est sorti de la chambre et on a attendu. À l'aube, il n'était toujours pas mort, il respirait tranquillement dans son paquet. Souvent, dans la nuit, il se mettait à crier, mais ce n'était jamais le dernier cri. Alors, on a ouvert son paquet, il dormait et on a appliqué sur son visage un plastique. Il a fallu le tenir étroitement serré et tout regarder pour que tout s'achève. Il a étouffé alors presque tout de suite. Comment avons-nous pu faire ça? Comment avons-nous pu écouter les cris? On croyait que ce ne serait épargné. Je crois que c'est parce qu'on est tous devenus la même terreur en écoutant les cris du bébé. Il ne restait plus qu'un quart d'heure, et puis à aucun moment l'un de nous a pensé que c'était à l'autre ou à d'autres d'exécuter l'acte violent. Chacun était concerné par la mort du bébé mongolien, comme par la vie d'un bébé qu'on aurait à réanimer. Alors, on l'a tous fait, chacun responsable des autres. L'amour et la solidarité entre nous, c'était notre société à ce moment-là. On n'a pas fait un acte clandestin coupable parce que solitaire, mais tout le monde n'a pas les moyens de tuer un enfant mongolien sans ennui avec sa conscience ou avec la justice. Après, on a pensé à des mères qui ont peut-être fait la même chose toutes seules clandestinement, qui ont été contraintes peut-être à encore plus de violence, qui sont beaucoup moins protégées par leur classe sociale et qui sont peut-être en prison. Mais maintenant, on veut le publier pour aider à ce que personne n'ait plus jamais à faire ça, pour que ceux qui ont la compétence technique et le pouvoir juridique empêchent de vivre en pleine conscience des bébés mongoliens qui viennent de naître, au lieu que ceux qui voulaient vivre avec un enfant soient obligés de le tuer, de le laisser dans des instituts, de devenir des parents anormaux vivant avec des enfants anormaux. Voilà donc pour le texte lui-même. Maintenant, un petit avis personnel. Je trouve que ce récit est assez effrayant parce qu'il nous dit du progressisme. On est habitué, par l'histoire qui est la nôtre, à rattacher la logique eugéniste à l'extrême droite la plus radicale et au nazisme. Mais là, on voit clairement avec ce texte qu'on peut aussi prôner l'euthanasie des malades ou des personnes déficientes mentales avec des arguments purement de gauche. Ce que nous disent ces féministes dans ces textes, c'est que l'handicapé, le trisomique ou autre, ne sera jamais un individu autonome, qu'il ne pourra jamais lutter pour ses droits, et donc qu'il ne pourra jamais être émancipé. Et donc, cet individu n'est donc pas conforme à la doctrine de la gauche et doit être éliminé. Là où le nazisme voulait éliminer les handicapés au nom de la préservation de la race, ces féministes nous expliquent qu'on peut éliminer des handicapés au nom d'une forme de pureté de la classe et d'une logique d'émancipation. D'ailleurs, puisqu'on parle d'eugénisme, il est vrai qu'on rattache souvent cette logique à l'extrême droite, mais il faut aussi savoir qu'au début du XXe siècle, certains courants de gauche y étaient également favorables. Cette logique d'ailleurs d'élimination physique au nom du progrès et de ceux qui sont déjà là a été réactivée il y a une dizaine d'années, en 2012, par deux philosophes qui proposaient notamment de légaliser ce que eux appelaient l'avortement post-natal, c'est-à-dire clairement l'assassinat de nouveau-nés au nom du bien-être de la famille ou des personnes qui sont déjà là. Donc il faut se garder d'une logique manichéenne qui nous ferait croire que l'élimination physique d'une personne est l'apanage d'une certaine forme de droite radicale. Toute idéologie, à un moment, peut sortir du champ de l'humanité,
ceux qu'elle estime ne pas correspondre à l'humain idéal selon ses propres critères. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous invite tous, pour vous faire votre propre opinion, à lire l'intégralité de ces textes et à les diffuser s'ils vous interrogent. Cette vidéo est en tout cas maintenant terminée. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.